Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. À l'international maintenant avec Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Tu t'es amusé hier en regardant ce débat des colistiers? Ben, je me suis amusé probablement comme beaucoup de gens. Est-ce que les démocrates se sont amusés en le regardant? J'en sais rien, parce que c'est clairement une soirée qui a été remportée par J.D. Vance. Je dis victoire de J.D. Vance, mais si je veux être charitable, ce n'est pas pour autant une défaite complète pour M. Walz, qui n'est pas sorti avec un chaos, mais ça n'a pas été la soirée sans doute qu'on espérait dans le camp démocrate. Est-ce que ça changera quelque chose aux élections? On pourra en parler dans quelques instants, mais il se trouve que le débat a commencé là où l'actualité nous laissait hier soir, c'est-à-dire au Proche-Orient, avec la riposte de l'Iran, attendue non pas depuis l'invasion du Liban ou de l'attentat réussi contre Hassan Nasrallah, mais plutôt peut-être depuis que Israël est allé tuer à Téhéran un leader du Hamas le jour où le nouveau président a été assermenté. Puis à ce moment-là, on disait, qu'est-ce que va faire l'Iran? Et rien. En fait, ce qu'on peut constater depuis quelques semaines, quelques mois, deux choses possibles, en fait, où l'Iran, quand son président l'a dit la semaine dernière aux Nations Unies, cherche à rétablir le dialogue, ne veut pas d'une spirale de la violence, ou, et c'est possiblement lié à la première des réponses, l'Iran n'a juste pas les moyens d'une guerre ouverte avec Israël et les États-Unis, et donc achète du temps, négocie, mais doit toujours, dans une logique d'équilibre des forces, protéger sa réputation dans le monde, dans la région, et surtout auprès de ses alliés qui sont aussi ses bras armés, c'est-à-dire les Houthis, le Hamas et le Hezbollah. Donc, est-ce que l'Iran pouvait ne rien faire? On a eu la réponse hier, non. Et il y a une différence qui n'a pas été beaucoup soulignée dans la riposte iranienne, mais qui nous dit quelque chose du bois duquel il chauffe. C'est que ça a été une réponse beaucoup moins télégraphiée, beaucoup moins théâtralisée que celle qu'on avait vue en avril dernier, rappelle-toi, où pendant 4 heures, nous étions partout à suivre les drones poussifs qui s'en allaient vers Israël et qui a permis de dire, ben, l'Iran riposte. Donc, politiquement, ça permettait à l'Iran de dire à sa population, regardez, on ne se laisse pas faire. On a envoyé 400 et quelques drones qui ont tous été abattus par les Américains, par les Israéliens et même, je pense, les alliés français et anglais. Il y a plus ou moins les restes d'un missile qui a touché le sol israélien. Mais c'était une réponse symbolique. Hier, dans ton esprit, l'Iran envoyait des missiles pour frapper, là, pour faire du dommage. Alors, oui, je pense. Il n'était probablement pas dupe sur le fait que la grande majorité d'entre eux seraient interceptés. Mais comment se fait-il que ça n'a pas duré justement 4 heures? Comment se fait-il qu'on n'a pas eu le temps d'y penser? Justement parce que l'Iran décidait que le message était différent. La qualité du message, si tant est qu'en termes militaires on peut parler ainsi, c'était différent. Parce que les circonstances ont changé. Alors, on peut se réjouir de ce qu'il n'y a pas eu davantage de dommages en Israël, mais la réponse israélienne et américaine, pour autant, sera ferme. Alors, est-ce qu'elle sera proportionnée ou disproportionnée? Tout ça a l'air un peu ésotérique, mais ça ne l'est pas, parce qu'on est maintenant en guerre sur 3 fronts. Il y a le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Et presque les Houthis au Yémen, à ce compte-là, où il y a eu une journée, pas beaucoup, mais une journée de frappe, mais quand même pas une petite frappe, là. Effectivement. Donc, quelle sera la réponse des Israéliens? Est-ce qu'on va s'attaquer aux installations nucléaires iraniennes pour bien montrer que c'est une étape dans l'escalade qui est intolérable? Quelle influence auront les Américains? Alors, je pose beaucoup de questions parce que c'est au cours des prochaines heures et jours qu'on aura ces réponses. Mais une de ces questions-là, c'est est-ce que l'Iran, généralement, si tu fais la guerre, là, c'est pas une seule journée, là. Est-ce que l'Iran va continuer? Exemple, aujourd'hui, à la même heure, est-ce qu'il y aura une nouvelle salve de missiles ou plus encore? Parce que je parierais que non. Okay. Je parierais que non de la part des Iraniens. Je pense qu'ils ont toujours, en tout cas, à ce jour, ça a toujours été des réponses très
calculé. Alors, je vais faire un parallèle, encore une fois, je fais un petit pas de côté, qui n'est pas directement lié. Mais j'ai eu des discussions avec un diplomate canadien il y a très longtemps, un grand diplomate canadien, au moment où on parlait de la menace nucléaire potentielle iranienne. Et il disait, écoute, c'est un risque. C'est un risque avec lequel on aura peut-être à apprendre à vivre. Mais si on me demande ce qui me fait le plus peur entre le Pakistan, qui a déjà l'arme nucléaire, et la manière de réfléchir, de penser et d'agir des Iraniens, je ne donnerai pas de réponse, mais il lit entre les lignes. C'était ça sa réponse. C'est-à-dire que les Iraniens sont des calculateurs froids. Ce ne sont pas des votes en guerre extrêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des intérêts, qu'ils n'ont pas des intérêts sérieux et qu'ils ne financent pas justement leur proxy pour livrer à leur place la guerre. Mais la logique qui mènerait à un conflit nucléaire, je pense qu'ils seront circonspects. Mais veulent-ils se donner les moyens de dire aux États-Unis, à Israël, faites très attention, nous sommes maintenant armés. Oui, je pense que dans une logique de dissuasion, c'est une possible escalade que voudront employer les Iraniens. Donc, Stéphane, tu nous mentionnais, ça a été donc cette situation qu'on va surveiller dans les prochaines heures au cœur du débat. J.D. Vance, qui là-dessus, c'était dans les premiers moments du débat, qui a ramené cet argument-là, que sous Donald Trump, on a beau dire n'importe quoi, il n'y en a pas eu de guerre, il y avait un shérif à Washington, tout le monde se tenait les fesses serrées, puis il n'y a pas eu de guerre dans le monde, et que c'est que depuis que Joe Biden et Kamala Harris sont là, que la Russie a attaqué l'Ukraine, et maintenant, le bordel qu'on voit au Moyen-Orient. Bien, c'est évidemment un argument qui porte à ce que, dans les circonstances, Donald Trump a été heureux, a eu la main heureuse parce que le monde était moins agité. C'est possible aussi, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu ce genre de débordement. Et surtout sur la question iranienne, parce que c'est un pari audacieux, il a choisi, lui, de revenir sur l'entente qui avait été conclue avec l'Iran, qui permettait d'ouvrir les cordons de la bourse, de limiter les sanctions économiques contre l'Iran en échange d'un engagement à se retirer de son programme militaire nucléaire et d'en s'en tenir à une application possiblement civile. Et ça lui a été reproché. On disait on a contrôlé l'Iran, mais il a choisi de contrôler l'Iran différemment en étant extrêmement hargneux, en augmentant la pression économique sur l'Iran. Et c'est une époque où l'aide que pouvait déployer le régime de Téhéran auprès de ses milices, comme le Hezbollah, a été difficile, sinon la marge de manœuvre réduite considérablement. Jamais le Hezbollah n'a été autant affamé que pendant ces années-là, parce que l'Iran n'avait pas de marge de manœuvre, n'avait pas d'argent. On contrôlait davantage ses exportations de pétrole. Alors, force est de constater que de ce point de vue-là, ça a peut-être fonctionné. Mais revenons au débat dans l'ensemble, parce qu'il était très attendu entre les deux candidats colistiers. Quand Politico, le site d'information respecté, mais disons-le, plus à gauche qu'à droite, mais 6 colonnes à la une, que J.D. Vance l'a emporté, ben j'ai l'intuition, en tout cas, qu'il s'est passé quelque chose. Ça a peut-être pris du temps avant que ça ne filtre, mais ça a été une bonne performance, justement parce qu'on l'attendait ailleurs. J.D. Vance, depuis quelques semaines, quelques mois, particulièrement pour ceux qui ne l'écoutent pas ou ne le voient pas, mais lisent sur ce qu'il fait et dit. J.D. Vance, c'était un peu le bonhomme 7 heures. C'était la version dure et je dirais plus hostile même que Trump sur les enjeux qui font la campagne. Et il s'est présenté, alors comme débatteur sans doute pugnace et habile, mais comme charmeur en chef, c'est-à-dire qu'il a été tout sourire, poli, mais ferme, ne s'est pas laissé intimider, a eu, je dirais, la discipline que n'a pas eu Donald Trump dans son débat. Mais Stéphane, c'est un débatteur exceptionnel. Je veux dire, il y a tout, là. Il y a les messages en tête, le chronomètre dans le sang. Je sais pas. Écoute, tu dis il a même laissé 20 secondes sur la table à un moment donné. En général, on ne fait jamais. Les messages sortent en rafale, il n'y a jamais d'hésitation, c'est précis, c'est bien formulé, ça frappe la cible. Très impressionnant, là. Très impressionnant. Puis souvent, je veux dire, il y a 120 secondes, puis il rentre son message en 118 secondes, puis il garde les 2 dernières pour finir en souriant. Là. C'est une machine. Là. Alors, on pourra choisir de dire c'était une erreur ou pas, mais à répétition,
avant de répondre à la question. Il répondait toujours à la question, il soulignait qu'il s'apprêtait à le faire, mais commençait par placer son message. À la première question sur est-ce que Washington, si vous étiez au pouvoir, serait prêt à faire une frappe préventive sur l'Iran si c'était nécessaire? Ben, écoutez, je vais vous répondre, mais d'abord, je vais vous dire qui je suis, parce que beaucoup d'Américains ne me connaissent pas. Alors, on pourrait dire c'est agaçant, c'est une drôle de façon, mais c'était les premières secondes du débat. Il y a beaucoup plus de gens au début qu'il y en a à la fin. Et ce qu'il voulait, c'était marteler son histoire, rappeler qui il est, rappeler son histoire où il vient de nulle part et s'est hissé par la force des poignets. C'est un peu la mythologie du rêve américain. Et ensuite a donné sa réponse. Et il a fait ça systématiquement en revenant surtout sur des enjeux économiques. Jamais ne parlait de l'administration Biden, parlait de l'administration Harris, comme si c'était elle qui était aux manettes depuis très longtemps. Alors on peut détester. Oui, tout à fait, mais on peut détester. Moi, j'ai pas de jugement à prononcer ce matin sur le fait que les politiques mises de l'avant par Vance sont meilleures ou pires que celles de M. Walz. Sur la technique, ça a été presque une classe de maître. Il a été mis sur la défensive et assez habilement par Walz vers la fin, quand on parlait des événements du 6 janvier, puis il a dit mais monsieur Vance, monsieur le futur vice-président, dites-moi, est-ce que ces élections, vous pensez toujours qu'elles ont été volées? Puis il a préféré dire, écoutez, moi je regarde vers l'avenir, je regarde pas le passé. Puis Walz, il a dit, c'est la non-réponse la plus fabuleuse de la soirée. Il n'y avait pas tort. La non-réponse la plus fabuleuse avant ça, c'était celle de Tim Walz sur le mensonge, disons les choses telles qu'elles sont, qu'il a répété plusieurs fois sur sa présence en Chine lors des événements de Tiananmen. Il n'était pas en Chine le 4 juin. Alors tu me diras, c'est véniel. Je pense que ce l'est comme quand il disait qu'il a servi dans un théâtre d'opération militaire, alors que c'était pas vrai, qu'il a transporté des armes de guerre dans un contexte de guerre, ce qui n'était pas vrai. Alors, dans une campagne où on reproche très légitimement à Trump ses mensonges à répétition, de s'arranger avec la vérité de manière alternative, est-ce que un des principaux adversaires peut avoir un rapport aussi élastique à la vérité? La réponse, c'est que ça ne devrait pas. Et clairement, M. Walz a une légère tendance à améliorer ses histoires, là. Oui, alors la première fois devant Dana Bash de CNN, il a dit que c'était des problèmes de grammaire ou de syntaxe que sa femme lui reprochait souvent, plutôt que de dire que sur les questions de ce qu'il avait manipulé des armes en situation de conflit, il s'était mal fait comprendre. C'est pas ça du tout. Et sur la question de sa présence en Chine, c'est comme dire j'étais présent le 11 septembre à New York. Tu y étais ou tu y étais pas. Et ça l'a probablement servi, je sais pas à quoi, c'était peut-être pas habile, mais la réponse courte, c'était de dire je suis arrivé plus tard, franchement, j'étais dans le champ, passons à un autre appel. Sa réponse a été une longue salade de mots agonisante. Et je salue ici CBS qui a posé la question. Peut-être que c'était inévitable puisque le New York Times a fait hier en une un article là-dessus. Ça venait d'un peu nulle part. C'était un petit articulet, je pense, au Minnesota qui rappelait l'affaire. C'est tranquillement monté dans la chaîne alimentaire hier et avant-hier. Ils n'ont pas eu le choix de poser la question. Et peut-être que je dois terminer là-dessus, mais sur le fact-checking que tu aimes tant, les animateurs avaient promis qu'il n'y en aurait pas. Or, avec J.D. Vance, on le fait sur la question de Springfield. Vous continuez de parler des immigrants illégaux. Or, ils sont légaux, ce qui est pas faux. Mais il dit un instant, il faudrait se comprendre, ils n'ont pas respecté le processus. Il a défini en rappelant que les règles avaient changé, puis qu'il y a des règles d'exception qui sont le fait de l'administration, dit-il, Harris, c'est pas de l'administration Biden, mais surtout ce qu'il a fait, c'est ce que Trump avait pas fait. Il s'est pas laissé mettre dans un coin, il a refusé d'accepter d'être fact-checké. Alors on pourrait dire, c'est malhabile, je pense pas que c'était malhabile. Comme eux n'ont pas respecté les règles annoncées, lui a refusé de se laisser mettre en échec, et il est revenu. Alors, peut-être que c'est les regards, les démocrates diront, quelle erreur. Moi, je pense que d'un point de vue tactique, il a eu raison de refuser la mise en échec. Stéphane, merci beaucoup. À demain. Il y en a beaucoup, hein? Oui. À demain. On s'en garde pour demain.